Monsieur Leblanc, expliquez-nous un peu comment les pharmaciens ont intégré les conseils de médecins et dentistes. Alors, comme historique, dans les années 70, quelques membres du conseil d'administration de la PES, on avait des rencontres au ministère. On nous faisait souvent la remarque, parce qu'on avait deux problématiques à ce moment-là. Le nombre de pharmaciens qui étaient dans les hôpitaux était pas tellement élevé. Et aussi, on avait un problème de représentativité. Et les fonctionnaires nous disaient, vous auriez intérêt à vous greffer à une association beaucoup plus importante. Et on nous donnait l'exemple de la CSN ou du corps médical. Alors moi, en tant que président à cette époque, et le conseil d'administration, ça n'a pas été très difficile. On a décidé d'aller du côté médical. Et alors, dans cette optique-là, on a engagé un conseiller juridique qui était celui des médecins spécialistes. Et on s'est dirigé comme objectif d'avoir le modèle médical pour les pharmaciens d'hôpitaux. Alors ici, nous avons ensuite été obligés de faire une réunion à Montréal, de convaincre nos amis chefs de département de se décadrer. Et une réunion où le résultat était très serré, 53% favorable au décadrement. Et ça, c'était parce que le dossier des négociations de la représentativité, l'association des hôpitaux et le gouvernement ne voulaient rien savoir. Alors, ça a été une première étape. Et ensuite, ça nous a amené à une commission parlementaire. Et c'est là qu'on a obtenu le prix du CNDP vers la fin des années 70, avec l'argument qui était très simple, c'est que les dentistes dans les hôpitaux, il n'y en a à peu près pas, et que les pharmaciens d'hôpitaux étaient ceux qui collaboraient, travaillaient davantage avec les médecins dans le milieu hospitalier. Et c'est comme ça que ça s'est concrétisé. Et après, quand les pharmaciens ont intégré le CNDP, ils ont été mieux reconnus au niveau gouvernemental? C'est-à-dire qu'un des buts était effectivement on a été reconnus, on avait le même statut médical, sauf que aussi notre recherche était d'avoir une meilleure énumération qui, aujourd'hui, n'est pas encore atteinte, mais c'était la base pour tenter de... Et moi, personnellement, aussi, en tant que président, à une époque, j'avais, à la suite de ça, une rencontre avec un ministre pour tenter, on avait tenté de penser à aller à la régie de l'assurance maladie pour améliorer les conditions monétaires et aussi d'avoir des effectifs plus nombreux, parce qu'il n'y a pas de restriction à la régie, il n'y en avait pas à l'époque en tout cas, mais c'était un non catégorique, on n'a pas pu aller de ce côté-là. Okay. Et les pharmaciens décadrés, comment ils ont réagi après dans les années suivantes? Leur rôle était considérablement différent. Ça n'a pas changé, mais ça a réglé beaucoup de problèmes. Et un des arguments aussi, c'était que les médecins étaient dans la même association. Et comme j'ai toujours dit, le chef en chirurgie continue à opérer, même s'il est chef au niveau administratif. Et ça, c'était un point sur lequel on a insisté beaucoup vis-à-vis de nos membres aussi. Et je dis souvent, et je continue à dire, il faut que le chef continue à faire de la pharmacie. On va passer à un autre sujet. Vous avez été, en tant que chef à l'hôpital Saint-Joseph de Trois-Rivières, vous avez été un pionnier de la pharmacie hospitalière et une de vos principales innovations a été la mise sur pied d'une clinique d'anticoagulothérapie à l'hôpital Saint-Joseph. Parlez-nous un peu du contexte et comment cette clinique fonctionnait, qu'est-ce qu'elle avait de particulier? La naissance de cette clinique, qui était la première au Québec et peut-être au Canada, était un projet de résidence où le résident est allé passer un certain temps à Richmond, en Virginie, et où ça se faisait dans des grands centres américains à ce moment-là. Et le mérite qu'on peut avoir eu, c'est de l'avoir concrétisé chez nous et de l'avoir défendu. Évidemment, on n'a pas eu beaucoup de résistance. On a eu de la résistance de la part d'un hématologiste pendant quelques années, mais
médecin dans notre clinique parce que, comme je le mentionnais, c'est une clinique dirigée par des pharmaciens d'hôpitaux. C'était ça l'origine. Et ça nous a amené aussi, cette clinique-là, qui était en fait pour des gens en externe, à suivre tous les patients à l'interne suite à des fractures de hanche, parce qu'il faut savoir que ces gens-là reçoivent toujours des anticoagulants pendant la période hospitalière. Alors, c'est nous qui prescrivions, en fait, n'ayons pas peur des mots, qui prescrivions le Coumadin. Le diagnostic était fait par les médecins, et surtout les spécialistes, les cardiologues en particulier. Mais c'est le pharmacien qui faisait tout, et qui informait le cardiologue. Est-ce que cette clinique-là a influencé les pratiques dans votre établissement, puis à l'extérieur de votre Sur l'extérieur, ça a fait, ça a grossi tous les hôpitaux de la région, sauf un, ont tous eu une clinique d'anticoagulants. C'est tellement devenu important qu'il a fallu effectivement référer des patients dans les petits centres, parce que moi, quand j'ai laissé ma première retraite, on était rendu à 1500 patients. Alors, tout le monde, et aujourd'hui dans la province, la majorité des hôpitaux ont une clinique d'anticoagulants qui risque quand même de diminuer, parce qu'il y a des nouveaux médicaments qui viennent de sortir où on n'a pas besoin de faire des prises de sang en moyenne au mois. Donc, ça va atténuer. Alors, mais ça a duré, en tout cas, nous, ça fait plus de 20 ans que ça existe. Et ça a été un premier pas vers des actes que les pharmaciens faisaient. Tout à fait. Oui, clinique, puis n'ayons pas peur des mots. C'est qu'on parle de prescrire aujourd'hui pour le pharmacien. C'est pas reconnu encore. Non, mais il faut aussi forcer à l'occasion les lois.